Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernière matinée de Devoxx. Je sais que c'est le moment où les paupières commencent à s'alourdir, où les cerveaux sont un peu embrumés et commencent à fatiguer. Parce que Devoxx, ce n'est pas un événement de tout repos. Donc merci d'être venu de bon matin, entre guillemets, pour cette présentation. Que j'ai appelé le futur de Java programmation asynchrone avec Loom. Et en fait, j'aurais réellement dû l'appeler, mais ça aurait peut-être été un peu moins accrocheur. La fin de la programmation asynchrone avec Loom. Parce qu'en fait, c'est surtout de ça qu'il s'agit. C'est de se dire que la programmation asynchrone, avec les threads virtuels, on n'en aura plus besoin. Et les threads virtuels, c'est vraiment... la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment pour demain. Alors demain, c'est dans 5 mois. Moins que ça d'ailleurs, parce que c'est septembre. On est en avril. On est le combien? Non, ce sera un peu plus... à peine plus de 5 mois. Voilà. Donc on va parler de Loom, de ce projet qui est en développement depuis bien 5 ans maintenant, dans l'OpenJDK. Si vous regardez les historiques des premières présentations que les gens du JDK, notamment Ron Pressler et Alan Bateman, ont fait sur Loom, elles ont à peu près 5 ans. 5 ans de réflexion, de travaux, d'ingénierie de toutes sortes pour en arriver à l'état que je vais vous décrire ce matin. Voilà. Donc ça, c'est moi. Je m'appelle José. Vous pouvez me suivre sur GitHub. Je vous promets que je ne vais pas encombrer votre timeline. C'est promis. Voilà. J'ai pas mal de contenu sur YouTube également, sur la chaîne Java, parce que je travaille chez Oracle, donc je peux publier des vidéos sur la chaîne Java, la chaîne officielle. Voilà. Et j'ai plusieurs choses que je fais dessus, dont un petit programme qui s'appelle le Jep Café, que j'aime bien. Devrait y avoir un épisode la semaine prochaine, mais en fait, il ne sortira pas parce qu'il n'est pas fait. Voilà. Ce qui est une bonne raison. Hein. Parce que cette semaine, c'était Devoxx France et que c'est difficile de faire les deux à la fois. Voilà. En même temps que Java 17, donc il y a pas loin de 2 ans, ça va faire 2 ans en septembre, on a ouvert dev.java avec l'équipe des Java Developer Advocate à Oracle, qui est un peu votre destination principale si vous vous intéressez à Java. J'imagine que si vous êtes ici, c'est le cas. Donc si vous ne connaissez pas ce site, allez le voir. Il y a plein de docs, il y a plein de choses, il y a plein de trucs géniaux. Il y a notamment un autre domaine qui s'appelle inside.java, qui est en fait une liste qui fonctionne un peu sur le mode des RSS. Il y a peut-être des gens qui se rappellent des flux RSS. Ouais, les plus vieux parmi vous. Il y a des gens qui se rappellent des flux RSS? Oh, mais c'est magnifique! Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui se définissent comme des architectes J2EE? Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Tu vois, Jean-Michel, il y en a quelques-uns encore. Voilà. Comme Jakarta, ça commence aussi par J, techniquement, on peut toujours s'appeler peut-être J-A-E-E plutôt que J-2-E-E maintenant. Voilà, donc on publie plein de contenu, entre des vidéos, de l'audio, des podcasts, etc. Inside Java, donc c'est comme un flux RSS, ça collige tout un tas d'articles écrits par des gens d'Oracle et par d'autres personnes également. Et vous pouvez les chercher par tag, c'est pas mal. Et en ce qui nous concerne, il y a un tag Loom, donc si vous vous intéressez à Loom, vous pouvez cliquer sur le tag Loom et vous aurez plein de contenu sur Loom. Et puis il y a un Inside Java pour un podcast. Donc si vous aimez les podcasts, moi j'adore ça, personnellement. Il y en a en particulier 3 sur Loom, dont un qui a été publié très récemment, le 12 janvier 2023, qui est une interview avec Thomas Langer, qui est la personne qui fait Elidon. Voilà. Et Elidon fait partie des projets qui adoptent les threads virtuels, dont on va parler. Et donc il donne plein de détails sur la façon dont il a implémenté les threads virtuels, enfin la version 4 de Elidon qui va être construite en fait pour utiliser directement par défaut les threads virtuels. Voilà. Donc il y a plein de contenu sur ce que je vais vous raconter si vous voulez aller plus loin. Loom est encore un travail en cours. Alors de moins en moins. De moins en moins en apparence, parce que c'est pas parce que quelque chose est publié qu'il va pas y avoir, enfin version finale, je veux dire, qu'il va pas y avoir des développements supplémentaires, des optimisations supplémentaires. Et c'est ce qui va se passer sur les threads virtuels, puisque depuis mardi dernier, donc c'est vraiment tout chaud, et la date là, tac, elle est où la date? Elle est en bas, 11 avril, donc ça normalement c'était mardi, si je ne me trompe pas, à 6h18, et ben cette JEP 444 est passée en mode intégré, ce qui veut dire que le code des threads virtuels est actuellement dans la branche du JDK 21. Alors techniquement, il y a un process pour l'en retirer. Ce serait peut-être un peu vicieux de faire ça, mais ça peut se rollbacker si jamais il y a des gros bugs qui sont constatés. Enfin, comme ça fait 1 an que ce truc est en mode preview et encore plus de temps que ça qu'il y a des versions early access,
ça a assez peu de chances d'arriver. Ce qui veut dire que les threads virtuels, la bonne nouvelle du jour, c'est que les threads virtuels, on devrait les avoir, normalement, on va les avoir en version finale en 21, qui est la prochaine LTS. Donc ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Il y a des gens qui utilisent Java 17 déjà, qui sont en 17, s'il vous plaît. Wow, c'est énorme, plus de la moitié. 11 je vais dire 20%, un tiers. Faut bouger, les gars. Enfin, les gars, les filles. Faut bouger. Des gens qui sont encore en 8. Bon, là, il faut faire quelque chose. Hein. Avant 8, 7, 6 mois. Là, on est en mode souffrance, là. Juste pour vous donner une idée, alors à une époque, dans l'entête de cette JEP, il y avait effort, 2 points, et puis ça, il y avait une espèce de truc S, XS, L, XL, etc., des tailles de t-shirt, et ça désignait l'effort en fait d'ingénierie requis pour la fonctionnalité. Et l'effort pour Loom était XL. Alors ils ont retiré ça. Moi, je trouve ça dommage parce que ça m'amusait. Voilà. Donc je vais juste vous montrer le tweet d'un de mes amis, David Delabassé, qui n'est pas là cette semaine, malheureusement, et qui vous donne. C'est un tweet qui est ancien, qui doit avoir 2 ans, ou au moins 1 an en tout cas, et qui vous donne la taille de la pull request qui a permis d'intégrer Loom en preview dans le JDK. Tout le monde sait ce que c'est qu'une pull request, hein, je pense. Voilà. OK. Il y a 100 000 lignes de code, hein, c'est ça? Ouais, 100 000 lignes de code, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Il y a des gens qui font des code review parmi vous, peut-être? Ouais, bah ouais. 100 000 lignes de code à reviewer, ça vous parle? Ouais, voilà. Bon, en même temps, il y a 4 ans de travail, et puis bon, on va parler un petit peu de tous les éléments de Java en fait qui ont été changés par l'introduction des threads virtuels, et vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été changées. Voilà. Donc c'est pas juste des commentaires, des fautes, des typos dans les commentaires, hein, ces modifications. Voilà. La deuxième chose que Loom apporte, c'est la programmation concurrente structurée. Alors ça, c'est la JEP de la version 20 que je vous montre. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une JEP, c'est pas un truc de spécification. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez lire. Ça a été écrit pour être lu par des gens normaux, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pas forcément des implémenteurs qui ont besoin vraiment de spec, donc c'est différent. Et c'est des documents à la fois qui expliquent pourquoi cette fonctionnalité est là, quel est son objectif, quels sont ses non-objectifs, qu'est-ce qui est en dehors de ce qu'elle veut faire, et puis qui donnent des patterns de code également, des exemples. Donc c'est vraiment des documents pédagogiques, ces documents sont bien faits, qui sont bien rédigés de ce point de vue-là. Normalement, l'objectif en 21, c'est que ce truc qui est aujourd'hui en incubation passe en preview feature, c'est-à-dire se rapproche un peu plus de la publication finale. Et pareil pour la deuxième fonctionnalité principale de Loom, qu'on appelle les scoped values, qui sont un modèle en fait de programmation qui vise à remplacer le modèle des threads locaux. Okay. Si vous êtes architecte JDE, vous devez adorer les threads locaux, je pense. Voilà, maintenant, on va avoir des scope values qui sont un modèle alternatif, et j'ai prévu de vous en parler. J'espère juste que j'aurai le temps. Ouais, c'est bien parti. Et donc, pour vous montrer un peu comment ça marche et ce que ça apporte. Si vous voulez plus d'informations sur Loom, il y a un point d'entrée pour toute la documentation, les versions Early Access, les listes de diffusion, les mailing lists, si vous avez des bug reports, des commentaires, des demandes, des choses comme ça. Sur les threads virtuels, ça commence à être un petit peu tard parce que normalement c'est final en 21. Mais pour ce qui est la programmation concurrente structurée et les scope values, c'est encore en preview. Ce sera encore en preview en 21. Donc il est encore temps de faire du feedback pour faire évoluer les choses, faire remarquer des trucs qui sont pas, qui mériteraient un peu plus d'attention. Voilà. Au niveau de l'adoption, Loom, c'est un petit peu une révolution dans l'écosystème. Hein, vous avez tous les grands frameworks qui sont là. Donc Elidon, dont je viens vous parler, Tomcat, Spring Boot, Vertex, à gauche, vous avez Jetty, en bas à gauche, vous avez Quarkus. Voilà, je crois qu'il y a une espèce de panorama un peu de tous les grands frameworks qui vont se mettre à jour pour fonctionner sur cette technologie des threads virtuels. Voilà. Rapidement, un petit panorama de la programmation concurrente, parce qu'on est en train de parler de programmation concurrente, mine de rien. De 1995 à 2014,
En fait, on a 3 grandes étapes dans l'introduction de la programmation concurrente en Java. Déjà, on a un modèle de programmation concurrente qui est dans le langage dès le début, en 95. Et Java, c'est le seul langage qui fasse ça, parce qu'on a le mot-clé synchronized, donc ça, c'est vraiment du langage. Et puis, entre 95 et 2004, il ne se passe pas grand-chose. 2004, c'est une période un peu charnière, parce qu'on a l'introduction des premiers processeurs multicœurs. Et ça change pas mal de choses au niveau de la programmation concurrente et des paradigmes. Donc on a cette API assez importante qui s'appelle Java Util Concurrent, qui est intégrée dans le JDK, qui est développée par Dougly, et qui apporte cette notion une nouvelle notion de tâche déjà. On avait juste Runnable, maintenant on a Callable à partir de 2004. Et puis on a, à côté du modèle de thread, on a le modèle de pool de thread, qui est l'exécuteur service. L'exécuteur service, vous soumettez un thread, une tâche, ça vous rend un future, et puis vous pouvez interagir avec cette tâche au travers de ce future. Vous pouvez faire un get, vous pouvez faire un cancel, ce genre de choses, puis vous pouvez jouer avec des timeouts. Et puis en 2014, c'est-à-dire Java 8, il y a 2 choses qui apparaissent. Le Fork Join Framework, qui est construit sur un Fork Join Pool. Fork Join Pool, c'est un autre modèle de pool de thread. L'exécuteur service, c'est une file d'attente. Vous envoyez vos tâches dedans et les threads vont faire leur marché dedans. Dans un Fork Join Pool, il y a une file d'attente par thread. Un thread qui génère des tâches va les mettre préférentiellement dans sa file d'attente. Mais si jamais il est trop occupé et qu'il a des petits copains à côté qui font rien, ces petits copains vont faire leur marché dans cette file d'attente. C'est ce qu'on appelle le work stealing. Voilà. Donc ça implémente ce truc-là. Et puis on a un deuxième API en Java 8 qui s'appelle Completable Future, qui permet de faire de la programmation asynchrone. Et on va en parler un petit peu plus dans un instant. Donc déjà, vous voyez, on est en 2023, quasiment 24. C'est une fois tous les 10 ans, il se passe quelque chose dans le paysage de la programmation concurrente en Java. 95, 2004, 2014, 2023, 2024, il y a une espèce de pattern. Voilà. Donc là, on va se calmer sur la programmation concurrente jusqu'en 2034. Et voilà. C'est peut-être quelqu'un d'autre que moi qui vous en parlera à ce moment-là. Voilà. Rémi est plus jeune que moi, donc c'est probablement lui. Il y a une chose qui reste la même sur toutes ces évolutions, qui représentent quand même plus de 25 ans d'ingénierie dans le domaine de la programmation concurrente, c'est qu'une fois que vous avez soumis une tâche à un thread, cette tâche, elle est attachée à ce thread jusqu'à ce qu'elle se termine. Vous ne pouvez pas la détacher. Okay. Soit elle termine avec un résultat, soit elle termine avec une exception, soit vous cassez le thread, vous interrompez le thread. Okay. Mais vous n'avez aucun moyen de détacher cette tâche de ce thread. Et ça, quand vous y réfléchissez, si vous envoyez une tâche bloquante, ça veut dire que vous bloquez le thread. Or, bloquer un thread, précisément, c'est assez coûteux, comme vous le savez. On évite de le faire, donc c'est quelque chose qui est pas cool en soi. C'est pas cool. Et donc, en 2024, on a Loom qui arrive. Loom est en preview depuis un an, depuis 2019. Et précisément, Loom se propose de revisiter ce modèle et va proposer une solution pour pouvoir détacher une tâche d'un thread plateforme, une fois qu'on l'a soumise. Voilà. Alors, il y a deux grands domaines dans lesquels on a besoin de la programmation concurrente, enfin, plus exactement dans lesquels on utilise la programmation concurrente. En programmation, il y a les calculs en mémoire, okay, et ça, c'est les streams parallèles ou le Fork Join Framework qui vous permet de faire ça. Vous avez tout plein de cœurs, là, maintenant, dans le CPU. 95, il n'y avait qu'un seul cœur dans les CPU. Maintenant, non seulement vous avez plein de cœurs, mais vous avez plein d'unités de calcul dans chaque cœur, donc c'est délirant. Okay, c'est vraiment une orgie de capacité de calcul. Vous soumettez une tâche qui est très importante, mais si vous ne tournez que sur un seul cœur, évidemment, vous utilisez 10% de la capacité de votre CPU. Alors pas 10%, mais peut-être 20%. Donc l'idée, c'est de se dire, cette tâche qui traite beaucoup de données, on va diviser le volume de données par 2, une première fois, une deuxième fois, etc., jusqu'à avoir des petits bouts de données qui sont traitables, et puis après, une fois que tout ça, vous allez le rassembler en des résultats partiels que vous allez rassembler, vous allez réduire les uns avec les autres, de façon à produire un résultat global pour votre calcul global. Okay. Tout ça, c'est du calcul en mémoire. Ça utilise votre CPU, peut-être pas à 100%, mais à 90-95%. Okay. Et ce n'est pas du tout ce que Loom traite comme problème. Le deuxième paradigme, c'est augmenter la bande passante de votre application. D'accord. Quand vous faites des calculs sur le réseau, quand vous allez chercher des données dans d'autres services, REST ou autres, ou des données en base de données. Okay. Et là, vous avez des threads qui fonctionnent complètement différemment parce que votre thread, il envoie sa requête, il attend le résultat, et là, pendant ce temps-là, il n'utilise pas du tout le CPU.
Donc quand vous regardez l'occupation CPU d'une machine comme ça, bah, c'est un peu le calme plat si les choses ne sont pas bien faites. Okay, et c'est ce qu'on veut éviter. Donc je répète, Loom n'accélère pas vos calculs en mémoire. Si vous avez des streams parallèles dans votre application, les faire fonctionner sur des threads virtuels, ça risque plutôt de diminuer vos performances que de les augmenter, que de les améliorer. Donc ne faites pas ça. Le garbage collector, il ne tourne pas dans un thread virtuel. Le compilateur just-in-time, il ne tourne pas dans un thread virtuel. Tout ça, c'est du calcul en mémoire. La concurrence, pour faire des I/O, ça se définit comme ça. Dans un premier temps, vous préparez votre requête. Okay. Une requête, c'est des chaînes de caractères. Donc tout ça, c'est du calcul en mémoire. L'échelle de temps pour le calcul en mémoire, c'est la dizaine de nanosecondes. Hein, c'est les processeurs à quelques gigahertz. Donc voilà, on est dans cette échelle-là. Et puis après, vous lancez votre requête sur le réseau, par exemple. Et là, vous attendez des millisecondes. Vous avez un facteur 1 million entre le temps que vous attendez et le temps de traitement pour créer la requête. Et puis votre objet JSON, il arrive, vous le retransformez en un objet Java, vous faites votre Marshall machin, et là, vous attendez encore des nanosecondes. Donc si vous regardez cette échelle de temps, bah, la partie verte ici, si je faisais un dessin à l'échelle, si j'ai 1000 pixels dans la largeur de cet écran, ce qui doit être à peu près le cas, hein, la partie rouge, c'est 1000 pixels. Et puis les deux parties vertes devant et derrière, c'est 1 millième de pixels. Donc on ne le verrait même pas. Tellement le ratio est en défaveur du truc. Donc l'occupation de votre CPU ici, c'est 0,00001%. Voilà. C'est pas grand-chose. Vous avez dépensé plein d'argent dans un beau CPU, tout neuf, tout beau, avec plein de cœur et plein de puissance de calcul, et grosso modo, vous n'en faites rien. Donc ça, c'est pas la bonne solution. J'ai besoin de combien de threads actuels pour pouvoir maintenir mon CPU occupé 100% du temps? Bah, le ratio, il est facile. J'en ai besoin d'1 million. Si j'arrive à lancer 1 million de threads, je vais pouvoir avoir un CPU occupé 100% du temps. Il va même tellement occuper 100% du temps qu'il est possible qu'il fasse exploser ma machine, en fait. Parce que le problème, c'est qu'un thread plateforme aujourd'hui, on peut en lancer 2000, 3000, 4000 sur une machine classique, essentiellement pour des raisons de mémoire. Un thread plateforme aujourd'hui, quand vous créez un thread plateforme, il va vous allouer 2 mégaoctets, à peu près, enfin 2 mégaoctets, voilà, pour stocker sa propre stack. Et comme c'est un wrapper fin sur un thread OS, sur un thread de votre système d'exploitation, il va mettre à peu près 1 milliseconde à se lancer. Si vous voulez en lancer 1000, bah, ça va vous prendre 1 seconde. Si vous voulez en lancer 1 million, ça va vous prendre 1000 secondes. 1000 secondes, c'est à peu près un quart d'heure. Et on ne parle même pas du contest switching, parce que là, c'est pareil. Donc lancer à l'heure actuelle 1 million de threads plateforme, c'est même pas envisageable. À moins d'avoir une machine. Et puis, il vous faut 2 Tera de mémoire. Enfin, je ne sais pas si vous avez 2 Tera de mémoire sur votre machine. Moi, j'en ai pas. Hein. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. C'est pour ça que les gens ont imaginé des solutions en se disant, bah, plutôt que d'utiliser un thread pour une requête, on va essayer d'utiliser un thread pour plusieurs requêtes. Donc, on découpe notre problème en plein de petites tâches élémentaires. On balance ces tâches-là dans un framework, et puis ce framework qui va essayer de s'arranger pour maintenir les threads occupés le plus possible, de façon... Et puis c'est le début de la programmation asynchrone. C'est-à-dire qu'un thread ne fasse pas qu'une seule chose, qu'il puisse faire plusieurs choses, en fait. Et donc ça amène assez de modèles de programmation asynchrone avec des callbacks, etc. Est-ce que c'est des bons modèles de programmation? Bah, j'ai envie de dire, ils font le travail. Donc de ce point de vue-là, c'est probablement pas si mal. Mais c'est difficile à écrire, c'est difficile à lire au niveau du code, c'est probablement impossible à tester, ça, il y a des bonnes raisons à ça, et à débugger, c'est absolument horrible. Et puis pour le profiling, c'est horrible. Si j'écris les choses en bloquant, je vais écrire ce genre de choses. Je crée un objet JSON de requête, ça c'est mon calcul en mémoire, et puis je l'envoie sur le réseau. Ça, c'est ma ligne bloquante. C'est là où je perds mes millisecondes. Et puis après, je récupère le résultat. Je veux marshaller le JSON que je récupère. Si je veux l'écrire en non bloquant avec un computable future, par exemple, ça va donner ça. Donc je passe d'un truc qui est quand même assez simple à lire, 3 lignes de code, impératif, monothread, facile à tester, mais qui bloque et qui fait que mon CPU ne fait rien, à un modèle de code
que moi je qualifierais d'abominable, parce que je suis un vieil architecte Java J2EE, donc voilà. Vous voyez, et puis qui est complètement asynchrone. Alors évidemment, éventuellement, la première étape, il se pourrait qu'elle ne soit pas asynchrone. Mais une fois que j'ai commencé à écrire du code asynchrone, vous voyez, la récupération, le get contract, là, qui est le machin qui est bloquant, là, si je veux traiter les exceptions, je suis obligé de chaîner un appel dans l'API Computable Future. Et si je veux chaîner le load marshalling, je suis obligé de le chaîner également avec un appel asynchrone. Je ne peux pas faire un try-catch ou un truc comme ça, parce que ça va être bloquant, ça ne va pas marcher. Okay. Donc quand vous avez commencé à mettre le doigt là-dedans, dans ce modèle de programmation, après c'est très difficile de vous en sortir. Essentiellement, vous n'en sortez pas. Vous vous en sortez pas. Donc c'est également un modèle de programmation qui est très intrusif. Au niveau du debug, vous voyez, si vous avez comment dire, si vous voulez entrer en debug sur le, je sais pas, sur le JSON on Marshall, par exemple, parce que vous avez un problème dans le marshalling de votre JSON, vous mettez un point d'arrêt, vous ne savez pas d'où vous venez. Okay. Le contract get contract, il n'est pas du tout dans votre stack trace, il n'est plus là. Il a été exécuté différemment et il n'est plus dans votre pile d'appel. Il y a une deuxième façon de résoudre ce problème, et cette deuxième façon, c'est de se dire, mais finalement, on a des threads qui sont très coûteux, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des threads qui sont moins coûteux? D'accord. Aujourd'hui, on peut lancer 1000 threads, et avec 1000 threads, on résout une partie du problème, puisqu'il nous faut en fait 1 million de threads pour pouvoir avoir un CPU occupé 100% du temps. Aujourd'hui, on peut en lancer 1000. Donc, ce qu'il faudrait faire, enfin 1000 pour des raisons de performance, de mémoire, etc. Si on arrive à gagner un facteur 1000 sur les performances des threads, à ce moment-là, on pourra en lancer 1 million et on résout aussi notre problème. Okay. Et on pourra écrire du code comme il est écrit en haut. Et donc, ça, c'est l'objectif de Loom. L'objectif des threads virtuels, c'est de gagner un facteur 1000 sur les performances des threads. Donc, 1000 fois moins de mémoire utilisée, 1000 fois moins de temps pour lancer un thread virtuel et 1000 fois moins de temps pour bloquer un thread. Il faut aussi que bloquer un thread, ce soit pas cher. Parce que bloquer un platform thread, c'est cher. D'accord? Ça, c'est l'objectif de Loom. C'est la feuille de route. C'est la spec. Il y a des gens qui achètent. Et c'est ce que fait Loom. Un thread virtuel, c'est 1000 fois moins coûteux à lancer qu'un thread plateforme. L'occupation mémoire aujourd'hui, c'est de l'ordre de la centaine de kilooctets. Il y a des optimisations qui vont avoir lieu même une fois que les threads virtuels sont publiés en tant qu'API final et qui permettront de gagner encore sur cette occupation mémoire. Donc en termes de mémoire, on est nettement moins coûteux. Et en termes de blocage, on est également nettement moins coûteux. On est de l'ordre de on gagne un facteur 100 quasiment sur les trucs, entre 100 et 1000. Quel pourrait être l'intérêt de pooler des threads virtuels? Aucun. Et donc, on ne les poule pas. Ça ne sert à rien de créer des pools de threads virtuels. Il y a un exécuteur service qui s'appelle New Virtual Thread per exécuteur. Okay. Donc, si vous avez une application qui tourne sur des threads plateformes avec un exécuteur service, donc une application bien faite, vous pouvez essayer de changer cet exécuteur service par celui qui va créer des threads virtuels et voir s'il continue à fonctionner et si vous gagnez des performances. D'accord. L'intérêt de cet exécuteur service, c'est qu'on ne change pas le modèle de programmation, donc c'est juste un petit refacto pour que ça fonctionne. Dans cet exécuteur service, je n'ai pas de thread virtuel créé à l'avance. Si vous soumettez une tâche, ça vous crée un thread virtuel et ça va vous l'exécuter dedans. Alors comment ça marche? D'ailleurs, il est là, pardon, il faut que je pense à passer les slides. Vous pouvez créer un thread virtuel avec un modèle de builder. Voilà, j'ai une méthode factory sur la classe thread. Il y a aussi une méthode off-platform, par parenthèse. Alors il y a quelques contraintes. Un thread virtuel, ça ne peut pas être autre chose qu'un démon, par exemple. Où il y a des trucs comme ça. Mais dans ce builder, vous pouvez fixer tout un tas de paramètres de votre thread virtuel. Et puis vous lui donnez un runnable à manger et va vous exécuter un runnable. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous bloquez un thread virtuel? Parce que c'est un peu ça, le cœur du truc, c'est qu'un thread virtuel, c'est pas cher à bloquer, parce que ça ne bloque pas le thread plateforme associé. Bloquer le modèle de thread virtuel ne change pas le modèle de thread plateforme qu'on a déjà. Donc les threads plateforme, ils continuent à marcher exactement comme avant. La classe virtual thread, elle n'est pas publique, donc vous ne pouvez pas jouer avec. Là, vous ne la voyez pas. Elle existe, mais vous ne la voyez pas. OK. Donc, elle étend la classe thread. Donc, un thread virtuel, essentiellement, ça fait la même chose
qu'un thread plateforme. Tous les problèmes de race condition, tous les problèmes de deadlock, etc., tous ces bugs-là, bah, ça va être à peu près les mêmes. Ils seront même peut-être un peu amplifiés d'ailleurs. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, vous pouvez. L'idée, c'est que si vous bloquez un thread virtuel, il ne faut évidemment pas que ça bloque le thread plateforme en dessous. Parce que si ça bloque le thread plateforme, là, c'est complètement perdu. Ça ne sert à rien de faire des threads virtuels. Alors, à l'intérieur des threads virtuels, il y a un objet qui s'appelle l'objet continuation. Et cet objet continuation, en fait, il fonctionne avec, pour les appels réseau, par exemple, il fonctionne avec un handler. Donc, en fait, votre thread virtuel, votre tâche, elle est lancée au travers de cette continuation. Je vais vous le montrer dans un instant. Et cette continuation, en fait, va installer le thread virtuel au-dessus du thread plateforme. Donc, vous avez des threads plateforme dans votre machine virtuelle Java, comme avant. Ils viennent d'un fork join pool. Alors, à la limite, peu importe. Il y en a un nombre limité. Si vous avez 8 cœurs, vous en aurez 8, probablement, et pas plus. Et puis, quand vous lancez un thread virtuel, ce virtual thread, il va s'exécuter au-dessus du thread plateforme, d'un thread plateforme. Et vous ne savez pas lequel, c'est choisi par le framework. OK ? Et il va s'exécuter au-dessus de ce thread plateforme, normalement, et exécuter son code de cette façon-là. Ce thread plateforme, on l'appelle le carrier thread par rapport au thread virtuel. C'est celui qui porte le thread virtuel. Et si jamais à un moment ou un autre, vous bloquez, alors le plus souvent, ça va être sur des I/O, du réseau par exemple, ça c'est le bon cas d'utilisation. À ce moment-là, il y a cet objet continuation qui, au moment du blocage, va appeler une méthode particulière qui s'appelle yield. Et cette méthode yield, elle va en fait prendre la stack du thread virtuel et la copier dans la heap. OK ? Donc ça, c'est un truc un peu magique. 4 ans d'efforts d'ingénierie pour arriver à le faire marcher sans tout casser dans la JVM. Je pense qu'il y a des gens qui ont bien dû s'amuser. D'accord ? Et ce morceau de stack, bah, il est en quelque sorte passivé, il est backupé dans la heap. Et vous voyez que maintenant, mon platform thread qui est là, bah, il est disponible pour faire autre chose. Là, cette stack, elle contient le code bloquant, le code de mon réseau qui est en attente des données. Mais le thread platform, lui, il a juste vu le thread virtuel partir. Lui, il continue à travailler, normalement. Et donc, il va pouvoir exécuter un autre thread virtuel. D'accord ? Au bout d'un moment, l'OS va dire, ça y est, les données du réseau, après quelques millisecondes, sont arrivées. On peut réactiver le thread virtuel. Il y a un signal qui est envoyé, qui va être capté par un handler et qui va appeler, toujours sur cet objet continuation, une méthode run. Et cette méthode run va restaurer la stack de ce thread virtuel sur le thread plateforme. D'accord ? Donc ce mouvement entre la stack et la heap, c'est juste un mouvement en mémoire d'une centaine de kilooctets, et puis avec des optimisations, etc., ça va passer, ou ça peut passer déjà maintenant, à quelques dizaines de kilooctets. Donc évidemment, ce n'est pas un mouvement qui est gratuit, mais en attendant, on n'a pas bloqué le thread platform. Le thread platform, il est toujours installé sur le cœur de son processeur, et il continue toujours à faire des calculs de la même façon. Lui, il voit juste une espèce de danse de thread virtuel au-dessus, mais il n'est jamais bloqué. D'accord ? Alors, si le thread platform il est toujours utilisé, donc le thread virtuel il va être en fait mis dans la file d'attente de ce thread platform, puisque c'est un fork join pool. Si le thread platform 1 il est utilisé, il est en train de bosser, mais qu'il y a un autre thread platform 2 par exemple, qui devrait s'appeler 2, qui est à côté et qui voit et qui lui fait rien, il va pouvoir faire du work stealing, aller prendre cet autre thread virtuel et l'exécuter lui-même. Et quand vous regardez un petit peu comment les threads virtuels, thread platform fonctionnent, vous pouvez voir, si vous vous amusez à bloquer vos threads virtuels, un coup il va être sur un thread, un coup il va être sur un autre thread platform, et ça c'est quelque chose qu'on peut observer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc vous voyez que ce thread virtuel, c'est lui qui exécute la tâche que vous avez confiée au final. Donc vous pouvez voir un thread virtuel comme une espèce de wrapper sur une tâche. Ben maintenant, ce thread virtuel, il peut sauter d'un thread platform à l'autre. Donc ce qu'on ne pouvait pas faire avant, qui était de détacher une tâche d'un thread platform, aujourd'hui, avec cette technologie des threads virtuels, on peut le faire. Okay ? Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui est fait à l'intérieur de la JVM. Et ça, c'est magique. Ça, c'est vraiment magique. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie d'écrire du code bloquant, du code non bloquant, pardon, dans ce genre de contexte ? On peut créer des threads virtuels à la demande, ça coûte pas cher. On peut les laisser mourir parce que ça coûte pas cher de les recréer. Et on peut les bloquer parce que ça coûte pas cher de les bloquer. Donc premièrement, ça sert à rien de pouler des threads virtuels. Deuxièmement, écrire du code non bloquant sur des threads virtuels, c'est inutile. Et c'est en fait moins performant que d'écrire du code bloquant.
Si vous écoutez l'interview de Thomas sur Elidon, la première version d'Elidon 4 qu'il a faite, qui était en fait du code non bloquant sur des virtual threads, il s'est rendu compte que c'était moins performant d'écrire son serveur de cette façon-là, plutôt que de l'écrire avec du code bloquant sur des virtual threads. Donc le code que vous avez en haut devient le pattern béni, performant, okay, par rapport au code qui est en bas, si vous fonctionnez sur des threads virtuels. C'est une bonne nouvelle? Ouais. Il y a des gens qui aiment mieux écrire du code en bas, là? Les architectes J2E tout à l'heure, peut-être? Non? Alors, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Quand je dis je vais essayer, je vais vraiment essayer. Ah, purée. Il y a un truc qui marche pas bien entre le mode plein écran de PowerPoint avec IntelliJ lancé derrière, ça se passe jamais bien. Bon, je vais mettre en plein écran. Hop là, voilà ce qui est fait. Et je vais lancer. Donc j'utilise un Spring Boot qui est un Spring Boot 3.0. Okay, donc c'est pas exactement la dernière version, mais bon, peu importe. Voilà. Et je vais. C'est où? Voilà, c'est là. Je vais le lancer avec ce machin-là commenté, comme vous le voyez. Là, ce bin qui me permet en fait de dire, voilà, l'exécuteur service qui permet de lancer les threads que Spring Boot utilise, bah, c'est le new virtual thread per task executor. Là, c'est commenté. Donc Spring Boot, là, il est en mode par défaut. Donc il fonctionne sur des threads plateforme. D'accord. Donc là, il est en train de se lancer. Il met tellement de trucs qu'il faut vraiment guetter pour savoir quand est-ce qu'il a fini de se lancer. C'est fini, là? Ouais, ça y est, c'est fini. Je vais aller mettre là-dedans. Je vais regarder ce truc-là. Donc là, vous avez une magnifique page d'accueil. Il y a des gens qui sont meilleurs en programmation concurrente qu'en CSS. Voilà. Et on va regarder. Ça, c'est juste un service qui montre le thread courant. OK. Donc là, je suis sur le thread 213. Et si je rafraîchis cette page, vous voyez 215, 14, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 13, etc. Là, vous voyez qu'en fait, je suis en train d'utiliser les thread platform qui sont dans l'exécuteur service de thread platform que Loom utilise. Et comme il y en a un nombre limité, bah, au bout d'un moment, je reviens sur celui sur lequel j'étais. La deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est une belle exception. Voilà. Elle est où mon exception? Elle est là. Pof. Donc là, ça me fait juste une nulle pointeur exception. Voilà, une nulle pointeur exception ici. Là, c'est mon code à moi, hein, org pommard machin. Et puis là, je suis dans direct method handle. Tout ça, c'est la stack de Spring Boot. Et vous voyez qu'au tout en bas de cette stack, j'ai thread.run. Donc ça, c'est la méthode run de mon thread platform. Donc vous avez tous vu des stack traces, hein, du moins ceux qui font des bugs dans leurs applications. Oui, je sais, c'est pas la majorité. D'accord. Et puis là, vous avez le socket processor base, donc ça c'est l'API socket hein, qui est au-dessus, qui gère la socket de mon truc. Voilà. Je vais arrêter Spring Boot. Heureusement qu'il ne met pas 1 heure à se lancer. Hein. Et je vais activer ce machin-là. Donc maintenant j'active ce bin, et maintenant je lui dis bah, l'exécuteur service que tu vas utiliser pour créer tes threads dans lesquels tu crées tes requêtes HTTP, c'est un truc qui en fait crée des threads virtuels à la demande. OK. Donc là, il va arrêter de lancer des threads plateforme, en fait. Je le relance. Et là, il a démarré. Super. Donc je vais retourner là. Donc c'est toujours la même page. Hein, parce que le fait qu'il y ait des threads virtuels, ça ne change rien. Évidemment. Je vais regarder le thread courant. Et là, vous voyez maintenant que je vois le thread courant, c'est un virtual thread numéro 223, qui tourne au-dessus d'un thread de worker 1 du fork join pool 1. Donc là, vous voyez à la fois le thread virtuel qui est sur un carrier thread platform, qui fait partie du fork join pool dont je vous parlais à l'instant. Et si je rafraîchis ce truc-là, bah vous allez voir que ce compteur de thread virtuel, il n'arrête pas d'augmenter. Okay, il ne revient jamais en dessous. Pourquoi? Parce que le virtual thread 222 que j'avais tout à l'heure, je l'ai laissé mourir et donc le compteur, bah, il ne reviendra jamais à 222 parce que ce thread virtuel-là, il n'existe plus. Okay. Et si je vous montre la stack trace de tout à l'heure, vous allez voir que la stack trace, c'est exactement la même en fait. Il n'y a pas de différence. Okay. Là, je suis toujours dans mon code machin.
toute cette partie de la stack trace, ça c'est le code de Spring, donc c'est exactement la même chose. Il n'y a que quand je suis ici, ça commence par continuation enter. Et vous voyez, cet objet continuation, il est dans JDK VM internal, donc il est dans des packages. Il ne faut pas écrire des applications de production qui dépendent de ces classes, hein, évidemment. Donc c'est un objet technique qui est utilisé au sous-sol des virtual threads. Et là, vous êtes dans les virtual threads. Donc tout ça, c'est la stack des virtual threads. Et toute la stack que vous avez au-dessus, qui est au-dessus, bah, c'est exactement la même que pour l'application normale. Okay, donc c'est quelque chose qui est quand même pas très intrusif, mais qui amène des performances qui sont remarquables. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer sur la partie pour les virtual threads. Alors maintenant qu'on a... Je vais repasser dans les slides, s'il veut bien. Maintenant qu'on a tout ce paquet de threads virtuels, on peut lancer sur une machine, on peut lancer quelques centaines de milliers, quelques millions de virtual threads en même temps, puisqu'on a gagné un facteur 1000 en performance par rapport aux threads plateforme, hein, sur le temps de lancement, sur la consommation mémoire et sur le blocage. Donc évidemment, toutes les API qu'on avait, asynchrones, etc., j'ai envie de dire, on n'en a plus besoin. Okay, on a une nouvelle API qui va arriver, qui est l'API de programmation concurrente structurée, et qui est en fait adaptée au fait qu'on a maintenant 1 million de threads virtuels à gérer dans une application. Alors, il y a plusieurs choses qui font qu'on a besoin de s'adapter. La première, c'est qu'on a besoin d'une structure. Quand vous avez 5 fichiers dans votre file system, vous pouvez les mettre à plat à la racine, il n'y a pas de problème. Si vous en avez 1 million, vous avez envie de créer des répertoires pour les ranger. En programmation, l'idée de la programmation structurée, c'est également un peu celle-là. C'est-à-dire que vos threads, vous allez les structurer dans des espèces de répertoires. Et ces répertoires, c'est ce qu'on appelle des Structured Task Scope. Un scope, c'est une espèce de pool de threads. Alors pareil, dans lequel il n'y a pas de thread virtuel. Vous lui soumettez des tâches, il vous donne un future, il exécute votre tâche dans un thread virtuel, et il vous dit quand le future est prêt et que vous pouvez aller l'analyser. Il s'en fiche de bloquer, parce que tout ça, ça fonctionne dans des threads virtuels, et vous pouvez bloquer un thread virtuel, ça coûte pas cher. D'accord ? Alors on va parler juste d'un petit exemple, qui est celui-là. On va construire une page pour une agence de voyage avec 2 informations, le prix du voyage qu'on veut faire, et puis la météo. Alors il fait beau à cet endroit-là, super. Si vous voulez écrire ce truc-là avec du completable future, ça vous donne ça, ce qui est quand même un code vachement beau. Ouais. Ça gère les exceptions, ça peut gérer les timeouts également. J'ai mis la gestion des timeouts là. Okay. Et encore, ce truc-là, c'est une simplification du vrai problème que vous voulez créer, que vous voulez gérer. Parce que le vrai problème que vous voulez gérer, c'est plutôt celui-là. Vous voulez interroger plusieurs serveurs qui vont vous donner des prix, et puis vous avez une première règle métier qui est « donne-moi le prix le plus faible ». Et puis à côté de ça, vous allez interroger un deuxième serveur. Et là, ce n'est pas la même sémantique. Vous voulez un truc qui me dit « donne-moi la météo dès que tu l'as ». La météo à un endroit, a priori, c'est toujours la même, quel que soit le serveur que vous demandiez. Enfin, ça devrait en tout cas être comme ça, on peut se dire. D'accord ? C'est un peu comme un DNS. Hein. Vous faites une requête sur un DNS. Voilà. Si vous voulez accélérer les choses, en faites 5 et vous prenez la première. Là, c'est pareil. Et là, le code de compilable future, il devient abominable. Hein. Déjà, il n'est pas terrible, il devient vraiment atroce. Avec de la concurrence structurée, ça va donner ça. Vous voyez, vous avez votre objet scope. Alors, c'est un objet scope qui étend la vraie classe scope, parce que moi, j'aime bien faire ça. Ça me permet d'écrire du code qui est plus lisible. Le fork, c'est votre submit. Vous envoyez vos tâches à cet objet scope. Fork, fork, fork. Si vous en avez 50, vous avez 50 appels à fork. Vous pouvez peut-être passer une liste de tâches aussi, si vous avez envie. C'est pas trop dur à faire. Et puis, quand vous avez soumis vos tâches, vous faites join. Et le join, il est bloquant. On s'en fiche, ça coûte pas cher de bloquer. Donc, allons-y, bloquons. Le join, il est bloquant, et quand il vous rend la main, ça veut dire que le résultat est prêt. Tous vos futures ont terminé leur exécution. Soit ils ont produit un résultat, soit ils ont produit une exception. OK. Et les exceptions, vous pouvez les récupérer d'une certaine façon, mais là, c'est le weather qui m'intéresse. Donc, je vais faire une méthode getFirstWeather. OK. Et mon weather scope, il va étendre, en fait. Alors, il ne va pas étendre, il va composer une classe qui s'appelle shutdown on success. Et la sémantique du shutdown on success, c'est que dès que j'ai un résultat, ça me retourne le résultat et ça va interrompre toutes les autres tâches qui sont en train de se lancer. J'ai aussi un shutdown on failure qui fait l'inverse. C'est-à-dire que je vais soumettre 5 tâches. Si jamais il y a une tâche qui échoue, à ce moment-là, ça veut dire que je ne peux pas produire de résultat final. Donc là, toutes les tâches vont être interrompues et le résultat sera une erreur. Voilà. Pour le quotation, c'est exactement le même pattern. Je vous remonte le précédent. Vous voyez, c'est juste read quotation au lieu de read weather. C'est la même chose.
Il n'y a qu'un seul pattern, fork, 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 join, et je récupère le résultat. J'ai un join until avec un timeout également, si je veux mettre un timeout. Et pour construire la page, c'est encore le même pattern. Fork, 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 join, construis-moi le résultat. C'est difficile de faire plus simple. Hein. Il n'y a rien d'asynchrone là. Si je veux écrire des testus là-dessus, c'est immédiat. Hein. Si je veux aller en debug là-dedans, c'est pareil, c'est immédiat. Hein. Tout ça, c'est du code impératif, c'est du code synchrone, il n'y a pas de callback. Tout va bien. Le truc le plus compliqué que vous avez besoin d'écrire dans ce structure concurrency, c'est cette méthode-là, qui est le callback sur la complétion de vos objets future. Okay, donc ça, c'est à l'intérieur de l'objet structure task-scope. Voilà, donc si vous voulez faire des trucs un peu sioux avec vos futures, vous écrivez ce code-là. C'est exécuté dans le thread virtuel qui a produit la tâche. Donc là, tout ce que je veux faire, c'est si j'ai un résultat, je vais l'accumuler dans une méthode, dans une collection. Si j'ai une erreur, je vais aussi l'accumuler dans une collection. Et puis après join, je vais appeler best quotation. Ça, à écrire un test unitaire là-dessus, c'est vachement simple également. Hein. Parce qu'avec Completable Future, je sais créer des futures qui sont déjà terminées ou qui vont jeter des exceptions, des choses comme ça. Donc c'est très très simple. Hein. Et c'est encore une fois, c'est monothread et impératif. Donc j'ai pas de problème. Et puis la méthode best quotation, c'est juste l'analyse des résultats que j'ai mis dans ma collection. C'est du code impératif, c'est du code monothread, c'est un pauvre stream de Java 8. Désolé pour ceux qui sont encore en 7, 6 et en 7. Okay. C'est du code qu'on peut écrire depuis 9 ans quand même. Hein, donc bon. Voilà. Et c'est pareil, si je veux écrire un test unitaire dessus, c'est immédiat. Hein. C'est immédiat. Donc l'API de concurrence structurée, normalement, elle devrait être en preview en 21. Donc elle est encore susceptible de changer. Il manque peut-être quelques fonctionnalités encore dedans qui vont être ajoutées. Voilà. Et puis le dernier élément, c'est ce qu'on appelle les scope values qui sont là pour remplacer, entre guillemets, les variables thread locales. Alors, les variables thread locales, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin parce que quelquefois, on a besoin de passer des informations d'un endroit d'une application à un autre en traversant des couches qui ne sont pas les nôtres. Okay, vous voulez, par exemple, passer une information de sécurité, voilà, une clé de licence. Vous la générez dans votre code, vous allez la chercher dans votre code, et puis après, vous appelez du JSON, vous faites une première requête, vous rappelez du JSON. Tout ça, ce n'est pas du code à vous. Okay, c'est du code de dépendance Maven que vous tirez. Donc évidemment, vous ne voulez pas passer votre clé de licence à ce code-là, parce que comme c'est des dépendances Maven, évidemment, vous avez bien vérifié le code source, savoir s'il était sécurisé. Donc il n'est pas question de donner des trucs, machin. Mais par contre, le code qui est de l'autre côté, qui est toujours votre code, là, il a besoin de cette clé de licence que vous avez générée. Donc pour faire ça, vous pouvez mettre votre clé de licence dans une variable thread locale, et puis vous allez la récupérer de l'autre côté. Alors l'inconvénient, c'est que, il y a pas mal d'inconvénients à ça, mais l'un des inconvénients principaux, c'est que vous êtes en train d'attacher une variable thread locale à un thread qui est attaché à un exécuteur service, et l'exécuteur service, c'est un pool de threads que vous lancez avec votre application et que vous laissez vivant tout le temps de la durée de vie de votre application. Donc si vous oubliez d'appeler remove sur votre variable thread locale, tout le monde sait qu'il y a une méthode remove hein, sur les variables thread locales. D'accord? Maintenant, tout le monde le sait. Okay, ça veut dire que votre variable thread locale, elle va rester là jusqu'à la fin de la vie de votre application. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. OK. Déjà, si vous pouvez attacher vos threads locales sur un virtual thread, au moins, elle va mourir avec le virtual thread, et le virtual thread va mourir tout de suite. Parce que l'objet, les scope values, les structurés de task scope que je vous ai montré il y a un instant, c'est des trucs que vous créez au moment où vous avez besoin de faire votre requête. C'est des variables locales. Et que vous laissez mourir quand votre requête elle est terminée. Ce n'est pas un truc qui va vivre toute la durée de votre application, votre structuré de task scope. D'accord? Donc déjà, vous pouvez faire ça. Les variables thread locales sont supportées par les threads virtuels. OK? Ça, c'est la première idée à retenir. Et la deuxième idée à retenir, c'est arrêter de faire des threads virtuels. Parce qu'en fait, avec les scope values, vous pouvez faire des choses qui sont plus efficaces et qui vont vous amener des meilleures performances. Une scope value, à la différence du thread local, elle est immutable. D'accord? Elle ne partage pas le cycle de vie de son thread. Scope value, ça se crée comme ça. Voilà, ça c'est la clé licence de tout à l'heure. OK. Donc vous créez une scope value. Licence key, il faut qu'il soit lisible d'à peu près partout dans votre application, hein, si vous voulez que ça fonctionne. Donc vous allez le mettre peut-être dans un public statique ou quelque chose comme ça. OK. Et vous voyez que vous fixez la valeur de cette scope value
au moment où vous exécutez la tâche task qui est là. D'accord. Donc quand vous lancez le where ici, et que dans cette tâche task, vous allez lire la variable scope value que vous avez fixée, eh ben, vous allez voir que cette valeur, c'est key1. Et si vous exécutez le deuxième code, vous allez voir que la valeur, c'est key2. Et là, je ne vais pas créer de thread, hein, c'est tout passé dans le thread main. Donc la valeur d'une scope value, elle n'est pas spécifiquement liée à un thread, à la différence d'une variable thread locale. Et vous voyez que le scope de cette scope value, enfin le scope de la scope value, il est important, mais la liaison entre la scope value et key1, c'est uniquement le contexte du lancement de cette tâche task. D'accord. Pour l'instant, cette tâche task, elle fait juste un println, elle ne fait pas grand-chose, mais vous pouvez imaginer qu'elle-même appelle d'autres méthodes, etc. Et donc tout ce contexte-là va savoir que qui a la valeur key1. Et quand vous retournez de cette tâche, quand cette tâche a fini de s'exécuter, le lien entre key1 et key est perdu. Il n'est plus là. Alors comment est-ce que ça joue avec le multithreading, ce truc-là? Parce que c'est quand même la question intéressante. Si vous créez des threads plateformes ou des threads virtuels dans votre tâche, les valeurs des scope values ne sont pas transmises. Il y a une petite subtilité là. Donc vous restez dans le thread main. En revanche, si vous créez des structures task scope, là, dans le structure task scope, la liaison entre la clé et cette valeur est conservée. Donc si vous faites des appels asynchrones en utilisant la concurrence structurée, là vous conservez cette liaison entre la valeur de la clé et la clé que vous avez fixée. Okay. Si vous allez voir, je n'ai pas le temps de vous faire la démo, si vous allez voir sur mon compte GitHub, il y a des démos là-dessus, avec du code, vous allez pouvoir regarder comment tout ça fonctionne. Voilà ce que je voulais vous raconter sur les scope values. Où est-ce qu'on en est sur le plan pour 21? Les virtual threads en 20, donc aujourd'hui, si vous téléchargez Java 20, vous pouvez jouer avec en activant le mode preview. Le but, aujourd'hui, c'est sur les rails et normalement, ça va être fait. Ce sera final en 21, donc prochaine LTS. Pour ceux qui sont en 17, vous pourrez prendre la 21. Pour ceux qui sont en 6 ou en 7, ce sera peut-être un peu plus compliqué. La concurrence structurée, c'est une incubation aujourd'hui, donc vous pouvez déjà jouer avec. Ce sera une preview en 21, donc vous pourrez aussi jouer avec en 21, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Et pareil pour les scope value. Voilà. Je suis désolé, j'ai un petit peu dépassé, mais si vous avez des questions, venez nous voir parce qu'on est plusieurs à pouvoir y répondre ici. Je vous remercie pour votre attention.